La disparition de Julien Moreau n'a jamais été considérée comme une énigme complexe, du moins pas au début. Pour la plupart des habitants de Saint-Laurent-sur-Rhône, ville moyenne du sud-est de la France, il s'agissait simplement d'une affaire mal élucidée de plus, finie par tomber dans l'oubli. Un jeune homme de 22 ans qui a quitté son domicile peu avant le festival gastronomique d'été et n'est jamais revenu. Aucune scène de crime apparente, aucune demande de rançon, aucun témoin décisif, juste le silence. Claire Moreau avait 17 ans ce soir-là. Assez âgée pour comprendre que quelque chose clochait, mais trop jeune pour accepter que le monde continue de tourner. Julien, son frère aîné, était connu pour son organisation quasi obsessionnelle. Il travaillait comme assistant logistique au festival, où il coordonnait les fournisseurs locaux, les plannings de livraison et les autorisations municipales. Rien dans sa routine ne laissait présager une quelconque impulsivité ou un besoin d'évasion. L'après-midi de sa disparition, Julien quitta l'appartement de ses parents à 16h40 précise. Le festival devait commencer à 18h01. Il avait dit devoir régler un détail avant l'ouverture officielle. Un détail qui, d'après lui, ne prendrait pas plus d'une demi-heure. 16 ans plus tard, personne n'a jamais pu expliquer de quel détail il s'agissait. Le festival gastronomique de Saint-Laurent était l'événement phare du calendrier local. Les restaurants rivalisèrent d'espace, des chefs de renom donnaient des démonstrations publiques et la municipalité investissait massivement dans l'image de Saint-Laurent comme pôle culinaire régional. Tout fonctionnait comme sur des roulettes, ou du moins cela aurait dû fonctionner. Julien n'étant pas arrivé à 18h, ses collègues ont supposé qu'il était en retard. À 19h, ils ont commencé à l'appeler. À 20h, le téléphone tombait directement sur sa messagerie vocale. À 22h, alors que les odeurs de beurre, de vin et de viande grillée flottaient encore dans les rues, un responsable a discrètement alerté l'organisation. À minuit, la police a été appelée. Le rapport initial qualifiait l'affaire de disparition volontaire probable. Julien était majeur. Aucun signe de violence n'avait été constaté, ni aucun conflit familial documenté. Cette classification, hélas trop fréquente, a déterminé la lenteur et la lourdeur bureaucratique de l'enquête qui a suivi. Claire se souvenait précisément de la première visite de la police à l'appartement. 2 agents, polis, presque apathiques, posaient des questions de routine, en jetant un coup d'œil à leur montre. Ils demandèrent à Julien s'il avait des dettes, une petite amie, des problèmes au travail. Sa mère répondait par phrases courtes. Son père gardait les bras croisés, l'air trop rigide pour paraître naturel. Le détail que personne ne semblait juger pertinent était le contexte du festival. Cette année-là, l'événement avait pris une ampleur inattendue. Nouveaux sponsors, contrats de dernière minute, fournisseurs venus d'autres régions. Julien s'était impliqué directement dans la renégociation de certains de ces accords, notamment avec les entreprises de sécurité et de transport des denrées alimentaires. Claire ne comprenait pas les termes employés, mais elle se souvenait des appels tendus auxquels son frère avait répondu ces dernières semaines. Voix basse, phrases hachées, portes fermées. Ce n'était pas son comportement habituel, mais ce n'était pas non plus suffisamment alarmant pour éveiller de sérieux soupçons. Dans les jours qui suivirent la disparition, la ville connut un contraste saisissant. Le jour, des recherches sporadiques étaient menées, des affiches placardées sur les lampadaires et les questions se multipliaient. Le soir, les restaurants affichaient complets, les touristes louaient la qualité du festival et des photos souriantes paraissaient dans la presse locale. L'événement était considéré comme une réussite. Au fil des semaines, le nom de Julien a commencé à disparaître des conversations. La police a réduit le nombre d'agents mobilisés. Les recherches sont devenues sporadiques. L'affaire a été classée comme « disparition sans preuve d'infraction », une catégorie qui ne requiert pas de procédure urgente. Claire a grandi dans ce contexte d'absence. Quelques années plus tard, elle a quitté Saint-Laurent pour étudier le journalisme à Lyon, peut-être inconsciemment, pour apprendre à poser les questions que personne ne posait quand c'était important. Elle ne revenait en ville qu'à certaines dates, avec toujours l'impression que quelque chose était en suspens, comme une histoire interrompue. L'antagonisme dans cette histoire était sans visage défini.
Il n'y avait ni méchant classique, ni menace explicite. Il existait un système qui fonctionnait si bien qu'il ne s'inquiétait pas d'un élément déplacé. Une somme de petites décisions, de reports, de classifications administratives et d'opportunisme politique. 16 ans plus tard, Saint-Laurent préparait une nouvelle édition du festival, plus ambitieuse, mieux financée, avec une couverture médiatique accrue. La mairie annonçait une rétrospective historique de l'événement, avec des expositions photographiques et des hommages aux anciens organisateurs. C'est dans ce contexte que Claire a reçu l'appel. L'homme à l'autre bout du fil se présenta comme Antoine Lefebvre, un policier à la retraite. Il expliqua avoir brièvement travaillé sur l'affaire de la disparition de Julien Moreau, information que Claire n'avait jamais entendue auparavant. Sa voix était ferme, mais elle trahissait une lassitude difficile à dissimuler. Il ne s'est pas excusé, ni n'a cherché à minimiser ses émotions. Il a simplement déclaré qu'un élément n'avait jamais été officiellement inclus dans les rapports. Un élément qui, à l'époque, était jugé trop gênant pour faire l'objet d'une enquête approfondie. Antoine a dit qu'il ne pouvait pas tout expliquer par téléphone. Il a demandé à la rencontrer en personne pendant le festival. Il a également dit qu'après 16 ans, le silence n'avait plus aucun sens. Claire raccrocha avec l'impression troublante que l'histoire de son frère n'avait jamais vraiment porté sur une disparition, mais sur une cachette. Et, plus inquiétante encore, sur l'identité de ceux qui avaient besoin qu'il reste invisible. Saint-Laurent-sur-Rhône n'était pas une ville habituée aux secrets bien gardés. Avec un peu plus de 40 000 habitants, la vie quotidienne suivait un rythme immuable, rythmé par les marchés hebdomadaires, les horaires stricts du déjeuner et un rapport quasi rituel à la gastronomie locale. Les restaurants familiaux se transmettaient les recettes de génération en génération et la fête annuelle n'était pas qu'un simple événement touristique, c'était une véritable affirmation d'identité. C'est pourquoi la disparition de Julien était si inquiétante. Il n'était ni un étranger ni un marginal. Il avait grandi là, étudié là et travaillé pour cet événement qui symbolisait la fierté collective de la ville. Claire est rentrée à Saint-Laurent 2 jours avant l'ouverture du festival. Ce retour s'accompagnait toujours d'une sensation d'oppression, comme si les ruelles étroites et les vieux immeubles renfermaient trop de souvenirs. Elle logeait dans un petit hôtel près de la Seine, celui-là même où les journalistes avaient l'habitude de séjourner pendant l'événement. En traversant le centre-ville, elle constata que les changements étaient superficiels. Façade restaurée, panneaux bilingues, nouvelles caméras sur de vieux poteaux. Mais l'âme, elle, demeurait intacte. Il lui suffisait d'observer les regards furtifs qu'elle lançait à la réception de l'hôtel lorsqu'elle mentionnait le nom de famille Moreau. Julien était encore dans les mémoires, mais on n'en parlait pas. Le festival nécessitait une logistique complexe. Des camions frigorifiques arrivaient aux aurores, les rues étaient bouclées avec une précision militaire et les fournisseurs signaient des contrats temporaires aux clauses strictes. Au moment de sa disparition, Julien était chargé de coordonner précisément cette zone grise entre le public et l'invisible. Horaires, autorisations, déviations. Claire a pu consulter les archives publiques du festival à la bibliothèque municipale. Ce n'était pas illégal, mais rarement consulté. Rapports annuels, listes de sponsors, procès-verbaux de réunion. Le nom de Julien figurait dans les documents techniques jusqu'au jour de sa disparition. Après cela, il a disparu brusquement, remplacé par celui d'un coordinateur intérimaire dont le nom a été repris les années suivantes, Marc Delatour. Marc était désormais une figure respectée. Directeur du festival depuis plus de 10 ans, il était fréquemment interviewé par les magazines gastronomiques. Claire se souvenait vaguement de lui, comme d'un homme toujours pressé, aux réponses laconiques et aux sourires de façade. Dans les dossiers, un détail attira son attention. Un addendum au rapport financier de l'année daté de 3 jours après la disparition. Il s'agissait d'une renégociation d'urgence d'un contrat avec une entreprise privée de sécurité alimentaire basée hors de la région. Le document n'expliquait pas la raison de cette urgence, il se contentait de constater le changement.
Claire n'a pas tiré de conclusion hâtive, mais elle a tout de même noté le nom de l'entreprise. Le lendemain matin, il rencontra Antoine Lefebvre dans un café discret, loin des zones touristiques. Il paraissait plus âgé que sa voix ne le laissait supposer. Main droite, vêtements simples, un œil exercé qui lui permettait d'évaluer les lieux avant même de remarquer les gens. Antoine ne se présentait pas comme un héros repentant. Il s'exprimait avec précision, choisissant soigneusement ses mots et, surtout, ses omissions. Il expliqua qu'à l'époque, il était officier de police de grade moyen, affecté temporairement à l'enquête en raison de l'afflux massif de policiers pendant le festival. « Cette affaire n'a jamais été une priorité », a-t-il déclaré, sans émotion. Pas officiellement. Il a expliqué que, durant les premiers jours, des incohérences étaient apparues dans les plannings de certains fournisseurs. Des camions pénétraient dans des zones réglementées sans autorisation complète, et les agents de sécurité externe n'étaient pas inscrits sur les listes officielles. Rien d'illégal à première vue, simplement des irrégularités. Julien avait été le dernier à signer certaines de ces autorisations temporaires. Antoine a rapporté avoir tenté d'approfondir ses pistes d'enquête, mais qu'on lui avait conseillé de se concentrer sur des hypothèses plus simples. Disparition volontaire, conflit personnel, double vie. Ces propos étaient toujours accompagnés de recommandations subtiles visant à éviter tout conflit avec la mairie. Claire écouta sans interrompre. Il n'y eut aucun choc, seulement une lente confirmation de ce qu'elle avait toujours soupçonné. La disparition de son frère avait été traitée comme un simple problème administratif. Antoine expliqua que, quelques semaines plus tard, un rapport préliminaire pointant des failles dans le système de contrôle du festival avait été classé sans suite. L'auteur du rapport fut muté dans une autre région peu après. Antoine resta sur place, mais apprit à être plus prudent. L'enjeu était plus important, a-t-il déclaré. Le festival ne pouvait pas être associé à de graves échecs, pas à ce moment-là. Outre Antoine, une autre figure importante a émergé. Élodie Renaud, employée municipale à l'époque, responsable des contrats temporaires. Selon Antoine, elle fut l'une des rares à remettre en question le remplacement précipité de Julien. Aujourd'hui, elle est retraitée et vit en périphérie de la ville. Claire partit à sa recherche le même après-midi. Élodie l'accueillit d'abord avec méfiance, qui s'estompa en apprenant le motif de la visite. Sa maison était simple, remplie de vieux cartons et de papiers accumulés, témoin d'une vie administrative trop longue pour être jetée. Elle n'a pas parlé de complot. Elle a parlé de pression. Elle a déclaré que dans les jours qui ont suivi la disparition, des documents ont été refaits, des dates modifiées, des signatures refaites pour maintenir une cohérence administrative. Julien, selon elle, était devenu un problème précisément parce qu'il connaissait trop bien les circuits informels. Il posait des questions, a dit Élodie. Non pas par méfiance, mais comme méthode. La culture française de l'administration rigide s'accordait mal avec l'improvisation spontanée. Le festival prenait une ampleur trop rapide, et certaines solutions ne résistaient pas à un examen approfondi. Claire commença à comprendre que le monde de Julien n'était pas fait de grands secrets, mais de petites concessions accumulées. Des gens qui protégeaient leur poste, des contrats conclus en dehors des heures de travail, des décisions prises pour ne pas nuire à l'image de la ville. L'antagonisme s'est manifesté, non pas par la présence d'une personne en particulier, mais par une structure qui récompensait le silence et punissait la persévérance. Au terme de cette journée, en longeant les rives du Rhône, Claire comprit que la disparition de Julien n'était pas le fruit du hasard. Il se trouvait précisément au point de rencontre entre transparence et commodité, et quelqu'un avait décidé que le moyen le plus simple était de le supprimer de l'équation. Le 3e jour du festival commença avant l'aube. Des camions s'alignaient sur les routes secondaires, moteurs tournant au ralenti, tandis que les équipes de montage inspectaient les tentes et les structures métalliques. Claire observait la scène à distance, appuyée contre le mur près de la rivière, fascinée par l'efficacité méthodique des machines. Cette fluidité était le fruit d'années de pratique et de l'absence de questions gênantes.
Elle avait passé la nuit à recouper les informations. Le nom de la société privée de sécurité alimentaire, inscrit dans l'ancien avenant au compte, existait toujours. Elle avait changé de raison sociale à 2 reprises, mais restait active, désormais basée en périphérie de Marseille. Aucun scandale public, aucun procès important, une société discrète, spécialisée dans la logistique sensible. Claire décida d'observer de près le déroulement du festival. Grâce à son badge de presse, elle circula dans les zones techniques, observant les interactions et repérant les tendances. Elle remarqua que certains accès n'étaient pas indiqués sur le plan officiel distribué aux exposants. Les responsables de ces zones étaient toujours les mêmes, des habitués suffisamment sûrs d'eux pour se dispenser d'explications. Marc Delatour arriva peu après 9 heures. Plus âgé, les cheveux grisonnants, mais toujours aussi pressé. Il bavardait avec les fournisseurs en marchant, résolvant les problèmes avant même qu'ils ne soient formulés. Lorsqu'il croisa Claire, il la reconnut immédiatement. Le nom de Moreau avait encore du poids. Il ne manifesta aucune hostilité, seulement une cordialité calculée. Il lui demanda combien de temps elle comptait rester en ville, fit un commentaire sur le développement du festival et évita toute allusion au passé. La conversation dura moins de 2 minutes, mais cela suffit à Claire pour percevoir l'attention excessive portée à chacun de ses mots. En début d'après-midi, Antoine a appelé. Il a dit qu'il devait lui montrer quelque chose qu'il gardait depuis trop longtemps. Ils se sont retrouvés sur un parking isolé, loin des caméras nouvellement installées. Antoine ouvrit le coffre de la voiture et en sortit une vieille boîte à dossiers. À l'intérieur se trouvaient des copies de rapports informels, des notes manuscrites et des registres d'entrée-sortie du véhicule. L'un d'eux attira son attention, une autorisation temporaire d'accès à un entrepôt désaffecté de la zone industrielle, signé par Julien le jour de sa disparition. L'entrepôt ne figurait pas dans la liste des éléments logistiques officiels du festival. « Nous n'y sommes jamais allés », a déclaré Antoine. L'ordre était clair. Claire sentit le conflit évoluer. Il ne s'agissait plus d'une enquête rétrospective, mais d'une affaire toujours en cours. L'entrepôt restait abandonné, mais le permis indiquait que Julien s'y était rendu volontairement. Antoine a expliqué qu'à l'époque, des rumeurs internes laissaient entendre que l'espace servait à entreposer des marchandises non conformes avant leur redistribution. Rien de prouvé, juste un angle mort, bien pratique. Claire a décidé d'y aller. L'endroit se situait à quelques kilomètres du centre, un bâtiment bas entouré de clôtures rouillées et d'une végétation dense. Aucun signe d'activité récente n'était visible, mais on notait des traces d'une utilisation intermittente, des cadenas remplacés, des traces de pneus, une porte latérale dont les charnières semblaient neuves. Elle entra prudemment, munie d'une lampe torche. L'intérieur était vide, à l'exception de quelques marques au sol, indiquant le déplacement de palettes. Aucun signe de violence, aucune trace évidente de lutte, juste un espace préparé pour une utilisation temporaire. Dans une pièce attenante, il découvrit quelque chose d'inattendu, un vieux tableau blanc, encore fixé au mur. Dessous, des traces de notes effacées, des horaires, des acronymes, des noms de fournisseurs. Parmi eux, le nom Julien, suivi d'un cercle. Ce n'était pas une scène de crime, c'était un lieu de travail. En partant, elle remarqua une voiture garée au loin. Un homme l'observait sans chercher à se cacher. Il ne tenta pas de se dissimuler lorsqu'elle le regarda. Il monta simplement dans le véhicule et démarra. Ce soir-là, Claire a reçu un courriel anonyme. Pas de texte, juste un fichier PDF. Il contenait des copies de communications internes de la mairie datant de la semaine de la disparition. L'une d'elles mentionnait explicitement la nécessité de régler la situation Moreau avant l'inauguration officielle. Le conflit prit une nouvelle tournure. Quelqu'un continuait de le suivre à la trace. Antoine a confirmé le lendemain que d'autres anciens policiers avaient reçu des recommandations de ne pas lui parler. Rien de menaçant, juste des rappels discrets à l'ordre concernant la confidentialité et la réputation. La pression montait, mais elle ne provenait pas d'une seule source. Elle était diffuse et institutionnelle.
Des gens qui ne se considéraient pas comme des antagonistes, mais seulement comme des garants de la stabilité. Claire publia un article préliminaire et rigoureux, sans formuler d'accusation directe. Elle y abordait des défaillances systémiques, des incohérences dans la documentation et d'anciennes questions restées sans réponse. Le texte attira rapidement l'attention au niveau régional. Marc Delatour a convoqué une conférence de presse impromptue. Il a nié toute malversation, affirmant que la disparition avait fait l'objet d'une enquête à l'époque, conformément aux protocoles établis. Il a employé le mot « tragédie » une fois et celui de « responsabilité » à 2 reprises. Le conflit était désormais public. Claire comprit que plus elle s'approchait de la vérité, moins l'affaire ressemblait à un crime classique. Il n'y avait ni sang, ni armes. Des décisions avaient été prises à huis clos, des choix faits pour préserver les apparences. Et Julien était au cœur de tout cela parce qu'il refusait de considérer les exceptions comme une chose normale. À la fin de cette journée, Antoine lui révéla quelque chose qui allait changer le ton de l'enquête. Il y a une dernière piste que nous n'avons jamais explorée, car elle supposait qu'il n'avait pas disparu, qu'il avait été mis à l'écart. Claire comprit alors que le conflit principal ne portait pas sur la découverte quoi s'est arrivé à Julien, mais où il était là toutes ces années, et qui pouvait garantir qu'il ne pourrait pas revenir. À mesure que l'enquête principale progressait, des histoires parallèles, moins importantes, s'entremêlaient, presque imperceptiblement, formant une toile plus dense et plus difficile à démêler. Prises isolément, aucune ne semblait décisive, mais ensemble, elles révélaient le coût humain d'un système qui privilégiait la stabilité à la vérité. La première intrigue secondaire concernait la ville elle-même. Des commerçants de longue date se mirent discrètement à la recherche de Claire, toujours en dehors des heures d'ouverture, toujours à l'écart des autres. Ils parlaient peu, par bribes de phrases, mais tous répétaient le même schéma. L'année de la disparition de Julien, certains fournisseurs avaient changé brusquement. D'anciens contrats avaient été résiliés sans explication et certains stands traditionnels avaient disparu du festival. Un boucher a raconté que son camion avait été interdit de participation à cette édition pour problème d'hygiène et qu'un autre fournisseur, arrivé récemment, l'avait remplacé. Aucun document officiel n'a jamais attesté ce blocage. Il n'a accusé personne directement, se contentant de décrire le sentiment d'avoir été mis à l'écart pour avoir remis en question les décisions prises. La seconde intrigue secondaire concernait Marc Delatour. Claire découvrit, grâce à des documents publics, que son ascension au sein de l'organisation du festival avait été trop rapide au regard des normes administratives françaises. En moins de 2 ans, il était passé de coordinateur intérimaire à directeur à part entière, officiellement grâce à ses compétences et à son efficacité. Mais en discutant avec d'anciens employés, une autre version a émergé. Marc était passé maître dans l'art de résoudre les problèmes, avant même qu'ils ne se manifestent. Il ne créait pas de conflits, il les absorbait. Des personnes comme Julien, qui insistaient sur la traçabilité et la clarté, devenaient des obstacles. Une ancienne assistante administrative a rapporté que, durant la semaine de la disparition, Marc avait personnellement pris en charge certaines tâches qui ne relevaient pas de sa responsabilité. Il s'agissait notamment de la réorganisation temporaire des équipes et de la redistribution des accès. Rien d'illégal, mais suffisamment flexible pour brouiller les pistes. La troisième intrigue secondaire concernait Élodie Renaud. Après sa rencontre avec Claire, elle s'est mise à fouiller dans de vieux cartons de documents conservés depuis des années. Elle y a découvert un contrat préliminaire, jamais officialisé, daté de quelques jours seulement avant le festival, comportant des clauses de confidentialité inhabituelles pour ce type de service. Le contrat stipulait l'utilisation d'installations externes temporaires pour le stockage et le tri. Le lieu n'était pas précisé. Le document n'a jamais été officiellement signé, mais il contenait des notes manuscrites qui correspondaient à l'écriture de Julien. Élodie s'est rendu compte que Julien ne se contentait pas de soupçonner des irrégularités,
mais qu'il participait activement aux tentatives de les formaliser, croyant peut-être que la documentation protégerait tout le monde. La quatrième intrigue secondaire est apparue de façon inattendue. Un ancien employé de l'entreprise de sécurité alimentaire a contacté Claire après la publication de l'article préliminaire. Il a souhaité rester anonyme, mais a accepté de la rencontrer hors de la ville. L'homme a décrit une tâche inhabituelle accomplie pendant ce festival, la création d'un circuit parallèle pour le transport des marchandises destiné à éviter les contrôles officiels aux heures de pointe. Il a précisé que Julien était le seul au sein de l'organisation à exiger des rapports complets sur ses mouvements. Il n'a menacé personne, a-t-il déclaré. Il a simplement insisté pour que cela soit consigné par écrit. Selon cet ancien employé, l'après-midi de la disparition, Julien avait été convoqué à l'entrepôt industriel pour harmoniser les procédures. Il n'y avait aucune tension apparente, seulement de l'urgence. Cette intrigue secondaire ajoutait une pression temporelle au récit. Julien n'avait pas disparu dans le chaos de la nuit, mais pendant un intervalle précis où des décisions rapides devaient être prises avant l'ouverture officielle du festival. La cinquième intrigue secondaire concernait la famille Moreau. Claire réalisa tardivement que ses parents avaient été tenus dans l'ignorance de certaines informations. Lors de leur précédente conversation, la police n'avait jamais mentionné l'entrepôt, ni les irrégularités administratives. Leur chagrin avait été façonné par une version incomplète des faits. Cette découverte ajouta une nouvelle dimension émotionnelle. Non seulement Julien avait été réduit au silence, mais ses parents avaient aussi été protégés ou manipulés pour accepter cette disparition comme un phénomène inexplicable, évitant ainsi un conflit avec la ville où ils avaient vécu toute leur vie. Toutes ces intrigues secondaires convergeaient vers le même point. Personne n'avait besoin que Julien meure. Il suffisait qu'il ne soit pas là au mauvais moment. Au fil du festival, le temps devint un facteur crucial. Le conseil municipal avait annoncé une grande cérémonie d'ouverture historique retransmise dans toute la région. Claire savait qu'après l'événement, la tension se relâcherait. Antoine a averti que les pressions internes s'intensifiaient. Certains dossiers étaient en cours de réorganisation. Des personnes impliquées commençaient à prendre leur retraite ou à prendre un congé stratégique. Les intrigues secondaires exigeaient une résolution rapide. Chaque témoignage renforçait l'idée que Julien avait été délibérément écarté, non par la violence directe, mais par un internement institutionnalisé. Le risque n'était plus seulement de découvrir la vérité, mais de le faire avant qu'elle ne soit à nouveau enfouie sous le vernis de l'efficacité d'un événement réussi. Claire comprit que la prochaine étape consisterait à s'attaquer directement au cœur du système, non pas avec des accusations émotionnelles, mais avec des preuves organisées. Et pour la première fois, la possibilité concrète se présenta que Julien ait non seulement survécu à cette journée, mais qu'il ait été maintenu dans un lieu précis, dans des conditions contrôlées, pendant suffisamment longtemps pour devenir invisible au monde extérieur. Le tournant ne survint pas comme une révélation spectaculaire, mais comme une prise de conscience impossible à ignorer. Claire s'en rendit compte le matin où Antoine se présenta à l'improviste à l'hôtel, plus tendu que lors de leur précédente rencontre. Il ne s'est pas assis. Il a simplement laissé une épaisse enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait la copie d'un document administratif oublié dans les archives du ministère français de la Santé. Une demande exceptionnelle de transfert temporaire d'un citoyen vers un centre d'observation médicale hors du système public ordinaire. Le document était daté du jour même de la disparition de Julien. Le nom n'était pas répertorié, mais le numéro d'identification correspondait. Claire n'avait pas besoin de demander ce que cela signifiait. Ce n'était ni un hôpital classique, ni un centre psychiatrique officiel. C'était une unité semi-privée, utilisée dans des situations jugées sensibles, généralement liées à des risques sanitaires, des conflits internes ou des crises ne devant pas être rendues publiques. Julien n'a pas été caché par hasard. Il a été déplacé légalement et de manière invisible.
Antoine expliqua que ce type de transfert nécessitait la coopération de la mairie, de la police et des autorités régionales. Point de complot à grande échelle. Juste une entente discrète entre personnes partageant le même intérêt. Éviter un scandale à la veille du plus grand événement de la ville. Le choc ne s'est pas manifesté par des cris ou des larmes. Il s'est traduit par une réorganisation intérieure du récit. Claire a compris que tout prenait désormais sens. L'entrepôt, l'urgence, l'absence de traces, la clôture rapide de l'affaire. Julien avait probablement découvert quelque chose qui, s'il avait été rendu public à ce moment-là, aurait mis en péril des contrats, des réputations et peut-être même des carrières entières. Pas un crime d'envergure nationale, mais suffisamment grave pour ruiner le festival. La solution consistait à l'isoler temporairement. Le problème, c'est que ce temporairement s'est prolongé. Le second coup dur survint quelques heures plus tard. Élodie a appelé pour dire qu'elle avait trouvé quelque chose de définitif. Une annexe manuscrite jointe au contrat préliminaire qu'elle était en train d'examiner. Elle n'était pas datée, mais mentionnait explicitement un protocole de départ volontaire accompagné, une expression utilisée en interne pour justifier le départ discret d'employés jugés instables ou problématiques lors de périodes critiques. Le nom de Julien réapparut, accompagné d'une brève observation. Résilient. Insiste sur la formalisation. Claire sentit que l'histoire prenait une tournure inattendue. Julien n'avait été considéré ni comme une victime, ni comme un coupable. Il avait été perçu comme un risque opérationnel. La révélation finale de cette journée nous vint de l'ancien employé de l'entreprise de sécurité alimentaire. Il accepta de témoigner à nouveau, remettant cette fois un objet concret. Un vieux badge d'identification dont la photo était décolorée par le temps. Au verso, un code et une adresse partielle. L'adresse correspondait à une petite ville de la périphérie de Grenoble. Trop proche pour être une coïncidence. Claire partit cette même nuit, sans rien dire à personne d'autre qu'à Antoine. L'établissement mentionné dans les dossiers ne figurait pas sur les cartes habituelles. Juste un complexe discret, entouré d'arbres, ressemblant à un centre de réadaptation. Il n'y avait aucun panneau visible, aucune signalisation officielle. Elle observa les lieux pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose qui changea définitivement sa compréhension de l'affaire. Des employés qui allaient et venaient par roulement régulier, sans surveillance manifeste, sans aucune apparence d'emprisonnement. Ce n'était pas une prison, c'était un lieu où des personnes étaient tenues à l'écart du monde extérieur pour des raisons techniques. Aux premières lueurs du jour, un homme âgé sortit du bâtiment voisin et se dirigea lentement vers le portail extérieur. Il boitait légèrement. Il s'arrêta quelques secondes, prit une profonde inspiration, comme pour tester son corps contre l'air froid. Même de loin, Claire reconnut quelque chose d'incontournable, sa posture, la façon dont il a mis la main dans sa poche, le geste presque imperceptible d'ajuster son manteau avant de partir. Julien était vivant, plus âgé, plus mince, avec des cheveux gris aux tempes, mais indéniablement lui. Claire ne s'est pas enfuie, elle n'a pas crié. La situation exigeait de la retenue. Il ne s'agissait pas d'une rencontre chargée d'émotions, mais de la confirmation que l'histoire avait pris un tournant radical. Le tournant ne consistait plus à découvrir ce qui s'était passé dans le passé. Il s'agissait de décider quoi faire d'une vérité qui montrait que Julien avait été consciemment tenu à l'écart de la société pendant 16 ans, non pas par une violence explicite, mais par un mécanisme légal, discret et socialement acceptable, et surtout de comprendre s'il était encore là par choix, ou parce que le système ne lui avait jamais offert de véritable alternative pour un retour. La confirmation que Julien était vivant n'apporta pas de soulagement immédiat. Au contraire, elle déclencha une série de réactions que Claire n'avait pas anticipées, chacune plus silencieuse et plus efficace que la précédente. La vérité, désormais concrète, exigeait des choix irréversibles. Claire n'essaya pas de l'approcher ce soir-là. Elle observa Julien de loin qui rentrait dans le complexe sans se retourner. Cela ne fit que renforcer un sentiment de malaise. Il n'était pas sous surveillance ouverte et n'avait pas l'air d'un prisonnier. Mais il ne semblait pas libre non plus.
Il évoluait dans un périmètre invisible, façonné par des années de conditionnement institutionnel. Le lendemain, Claire revint à Saint-Laurent avec quelque chose de plus dangereux que des preuves, le contexte. Antoine comprit aussitôt que l'affaire n'était plus une simple erreur du passé. Elle menaçait désormais tout un modèle de gestion de crise silencieuse. Les conséquences se sont manifestées presque automatiquement. Antoine a reçu un appel de son ancien supérieur régional. Le ton était cordial, presque paternel. On lui a dit qu'il interprétait les documents en dehors de leur esprit. On lui a rappelé que de nombreuses décisions administratives visaient à protéger les personnes vulnérables. Aucun ordre explicite de cesser, juste un avertissement. Insister pourrait nuire à sa carrière. À l'hôtel de ville, Marc Delatour a réagi avec une précision chirurgicale. Des réunions internes ont été convoquées sans préavis. Les conseillers juridiques ont commencé à examiner les communications antérieures. Le calendrier des entrevues a été suspendu sous prétexte d'ajustement stratégique. Ceux qui auparavant évitaient Claire la traitaient désormais avec une prudence excessive. Des sourires plus longs, des réponses plus évasives. Il n'y avait pas d'hostilité manifeste, juste un effort concerté pour minimiser la gravité de ces découvertes. Claire comprit que le système ne nierait pas l'existence de Julien. Il se contenterait de redéfinir le récit. Quelques heures plus tard, une première version de ce nouveau texte a été publiée. Un porte-parole régional a évoqué indirectement des cas antérieurs de congés pour épuisement professionnel, fréquents dans les environnements à forte pression. Le nom de Julien n'a pas été mentionné, mais le contexte était clair. Antoine a décelé le schéma. Lorsqu'une institution ne peut nier les faits, elle les transforme en actes de sollicitude. Pendant ce temps, Claire devait faire face à une conséquence plus personnelle. La nécessité de parler à ses parents. Il croyait toujours que Julien avait disparu volontairement ou qu'il avait été victime d'un événement inexplicable. Révéler qu'il était vivant et qu'on l'avait délibérément tenu à l'écart exigeait une préparation émotionnelle que le temps ne permettait pas. Elle a reporté la conversation, consciente que chaque jour de silence était aussi une forme de violence. La réaction la plus forte est cependant venue de Julien lui-même. 2 jours après son voyage à Grenoble, Claire a reçu un courriel provenant d'une adresse institutionnelle générique. Le texte était court, direct et sans connotation émotionnelle apparente. Il indiquait simplement que l'expéditeur savait qu'elle menait une enquête et qu'il fallait y mettre fin. Il n'y avait pas de menace explicite, juste une observation pragmatique. Il se trouvait là où il était parce qu'à un moment donné, il avait accepté que c'était la voie la moins destructrice. Julien expliqua, presque en termes techniques, que le congé avait d'abord été présenté comme temporaire. Une période d'observation, suivie d'une réintégration progressive. Mais le temps passa. Les responsables changèrent, et le retour ne convenait plus à personne. Lui aussi avait changé. Au fil des ans, son statut a été modifié, il a été relogé, son cas stabilisé. Il a bénéficié de soins médicaux, d'un logement et d'activités encadrées, rien qui puisse être qualifié d'emprisonnement, rien qui puisse être qualifié de peine de prison à perpétuité. La réaction de Claire ne fut pas immédiate. Elle relut le courriel à plusieurs reprises, cherchant à déterminer le moment précis où le choix de Julien s'arrêtait et où la coercition commençait. Il lui était impossible de dissocier les deux. Antoine a réagi différemment. Il a vu dans ce contact la preuve irréfutable que Julien continuait d'être géré comme un risque calme, fonctionnel, invisible. « Ils n'ont pas besoin de l'arrêter », a-t-il déclaré. « Ils ont juste besoin de le convaincre que rentrer lui causerait plus de tort que de rester. » La pression montait de toutes parts. Un rédacteur en chef a suggéré la prudence juridique. Un confrère a averti que des poursuites en diffamation étaient préparées préventivement. Rien d'officiel, juste des signes évidents de retenue. Claire comprit que chaque action avait désormais des répercussions. Il n'était plus possible d'enquêter sans provoquer de réaction immédiate. Le festival touchait à sa fin et avec lui la période d'attention du public. S'il se poursuivait,
Il exposerait non seulement des individus, mais aussi une méthode institutionnalisée de neutralisation des conflits humains. S'il se retirait, Julien continuerait d'exister uniquement au sein d'un système qu'il aurait transformé en une statistique contrôlée. La conséquence la plus dure ne venait pas de l'extérieur, mais de la compréhension intérieure de Claire. Révéler la vérité risquait de détruire la stabilité qui permettait à Julien de fonctionner, même imparfaitement. Le conflit avait cessé d'être une enquête. Il s'agissait désormais d'une question de morale. La question qui se posait n'était plus de savoir si le système était erroné, mais si elle avait le droit de le briser sans savoir si Julien survivrait au choc. L'hésitation de Claire dura moins longtemps qu'elle ne l'avait imaginé. Non pas qu'elle eût trouvé une réponse satisfaisante, mais parce qu'elle comprit que la stagnation était, en soi, un choix conforme au système qui avait effacé Julien. Pour sortir de cette impasse, il fallait renoncer à l'idée d'une solution idéale. Elle a commencé par emprunter la seule voie qui lui paraissait encore honnête, changer sa façon d'agir. Au lieu de faire immédiatement une déclaration publique, Claire a réorganisé tous les documents qu'elle avait rassemblés. Elle a distingué ce qui était vérifiable de ce qui relevait de l'interprétation. Elle a gommé toute trace d'accusation émotionnelle. Elle a transformé le récit en une histoire qui ne nécessitait pas que le lecteur y croie, mais simplement qu'il suive une suite logique de faits administratifs. Ce changement d'attitude a marqué son évolution professionnelle et personnelle. Auparavant, Claire cherchait à exposer les défauts. Désormais, elle cherchait à révéler les mécanismes. Entre-temps, Antoine évoluait lui aussi. Il abandonna son rôle d'informateur pour devenir témoin. Il rédigea une déclaration formelle et non accusatrice, décrivant les limites imposées à l'enquête initiale, les directives reçues et les conséquences administratives de toute tentative d'approfondissement. Ce n'était pas un geste héroïque. C'était une prise de responsabilité tardive. Claire retourna à Grenoble, non plus pour observer Julien de loin, mais pour solliciter officiellement un entretien par les voies institutionnelles. La réponse tarda à venir. Une rencontre supervisée à une heure précise en présence d'un médiateur clinicien. La réunion eut lieu dans une pièce simple, aux hautes fenêtres et au mobilier fonctionnel. Julien entra le premier. Ses mouvements étaient prudents, presque calculés, comme ceux de quelqu'un habitué à évoluer dans un cadre restreint. Il n'avait pas l'air surpris de la voir. Le dialogue était mesuré, sans débordements émotionnels. Julien évoquait le début de son absence comme s'il décrivait une procédure technique. Il disait croire qu'un retour serait possible après le festival, puis après le suivant, puis quand la situation serait plus stable. Avec le temps, la stabilité a cessé d'être un moyen et est devenue une fin en soi. Claire n'a pas cherché à le convaincre de partir. Elle n'a parlé ni de sauvetage, ni de dénonciation immédiate. Elle a parlé de visibilité, de la différence entre choisir de rester et n'avoir aucune autre option. Ce fut un tournant pour Julien. Pour la première fois, il a exprimé ce qu'il tenait pour acquis. Il n'avait pas été consulté au sujet de la prolongation indéfinie de son congé. Il en avait seulement été informé. Cette prise de conscience ne l'a pas libéré, mais elle a provoqué un changement en lui. Il a compris que son adaptation n'était pas synonyme de consentement. Après la réunion, Claire comprit que la croissance ne résultait pas de grands gestes, mais de subtiles perturbations du discours institutionnel. Elle montrait ainsi que le maintien de Julien à son poste n'était pas dû à un tableau clinique immuable, mais à des décisions successives prises par commodité. Elle a procédé avec prudence. Elle a publié un second article, cette fois-ci consacré exclusivement au recours récurrent au protocole de distanciation assistée lors d'événements publics. Le texte ne citait pas directement Julien, mais il démontait la logique qui sous-tendait la normalisation de ces pratiques. La réaction fut immédiate, non pas explosive, mais inquiétante. Des experts commencèrent à prendre la parole. Des juristes s'interrogèrent sur l'absence de délai précis pour ces licenciements. Un débat se formait, lent mais irréversible.
Julien observait tout à distance, avec une attention croissante. Il ne manifestait aucun enthousiasme, seulement une curiosité prudente. Chaque réaction extérieure constituait une nouvelle variable dans un système auquel il s'était adapté depuis des années. La maturité de Claire se manifestait aussi dans sa façon de s'adresser à ses parents. Elle leur disait la vérité sans s'encombrer de détails techniques superflus, sans dramatisation. Elle leur expliquait que Julien était vivant, qu'on l'avait tenu à l'écart et que son retour ne serait pas chose facile. L'impact fut dévastateur, mais nécessaire. Pour la première fois, la disparition cessa d'être un vide abstrait et devint une injustice concrète. Au terme de cette période, Claire comprit que surmonter les obstacles ne signifiait pas tout résoudre, mais insuffler du mouvement là où régnait auparavant l'inertie. La croissance ne consistait pas à démanteler le système d'un seul coup, mais à l'obliger à se justifier constamment. Julien, à son tour, a commencé à se développer dans l'espace minimal qui lui avait été imparti, en posant des questions, en demandant des révisions, en remettant en question les anciennes classifications. Rien de tout cela ne garantissait une libération immédiate, mais il rompait le silence de façade qui l'avait rendu invisible pendant 16 ans. Le mouvement initié par Claire a engendré un effet secondaire inévitable, l'accélération. Ce qui relevait auparavant du contrôle institutionnel exigeait désormais des réponses publiques, quoique prudentes. La tension ne provenait pas de confrontations directes, mais de la nécessité constante de prendre position. L'Hôtel de Ville de Saint-Laurent a publié une déclaration générale concernant les pratiques administratives passées, promettant une enquête interne. Aucune date n'a été précisée et aucune personne n'a été désignée comme responsable. Il s'agissait néanmoins de la première reconnaissance, même indirecte, de l'existence de protocoles de distanciation sociale. Claire savait que c'était une tentative pour gagner du temps. Elle a accéléré le rythme. Elle a demandé, en toute légalité, l'accès aux documents complémentaires relatifs aux absences autorisées à des événements publics survenus au cours des 20 dernières années. Elle ne s'attendait pas à une réponse immédiate, mais le simple fait d'enregistrer sa demande a laissé des traces formelles impossibles à effacer. Antoine aidait discrètement, recoupant noms, dates et schémas. Ils découvrirent que Julien n'était pas un cas isolé, mais simplement le plus long. D'autres absences avaient pris fin discrètement des mois plus tard, lorsque le risque institutionnel avait diminué. Julien, lui, restait car son retour coïncidait toujours avec de nouveaux cycles opportunistes. Cette découverte a accentué la tension narrative. Il ne s'agissait plus d'une erreur prolongée, mais d'une exception maintenue par une omission délibérée. Entre-temps, les affaires secondaires se résolvaient habilement. L'ancien employé de la société de sécurité a accepté de témoigner officiellement sous couvert d'anonymat, ce qui lui garantissait une protection juridique minimale. Élodie a remis tous les documents en sa possession à une commission indépendante, récemment créée, sous la pression de l'opinion publique. Sous la pression, Marc Delatour a accordé une interview maîtrisée. Il a reconnu avoir pris des décisions difficiles par le passé, mais a insisté sur le fait qu'elles avaient toutes été prises dans le meilleur intérêt collectif. Son discours a évité de nommer les responsables, mais il a clairement indiqué qu'il se considérait comme un gestionnaire et non comme un donneur de leçons. Claire comprit que le point culminant approchait non pas à cause d'un événement majeur, mais à cause de la saturation du discours institutionnel. Plus le système parlait, plus il révélait ses propres contradictions. Julien, de son côté, menait sa propre préparation intérieure. Après des années d'adaptation, il commença à ressentir le malaise de celui qui réalise que le sol sous ses pieds n'est pas aussi stable qu'il y paraissait. Il demanda l'accès à l'intégralité de ses dossiers, chose qu'il n'avait jamais formulée auparavant. La demande a immédiatement provoqué un malaise au sein de l'établissement. Des réunions cliniques ont été organisées, des évaluations ont été refaites. Pour la première fois, la possibilité de réexaminer son séjour a été évoquée. Claire et Julien échangèrent de brefs messages, sans effusion de sentiments.
Elle ne promit pas la libération. Il ne demanda pas de rançon. Ils comprenaient tous deux que le dénouement ne serait pas des retrouvailles, mais une rupture structurelle. Les tensions se sont exacerbées lorsqu'un document a fuité dans la presse nationale. Une ancienne note de service mentionnait explicitement la nécessité de éviter que l'affaire Moreau ne soit de nouveau exposée au public. La formule était brève, technique et impossible à justifier comme mesure thérapeutique. La réaction fut immédiate. Des émissions de débat abordèrent la question. Des experts s'interrogèrent sur la légalité des suspensions indéfinies sans contrôle judiciaire périodique. Sous la pression, le système a accéléré ses propres mécanismes de défense. Claire a reçu une notification officielle l'avertissant d'éventuelles poursuites judiciaires si elle continuait d'associer des noms à des pratiques non prouvées devant un tribunal. Il ne s'agissait pas d'une injonction de silence, mais d'un avertissement clair annonçant l'imminence de l'affrontement final. Elle a répondu par un silence stratégique. Elle a seulement publié un calendrier détaillant la séquence des décisions administratives concernant Julien, sans adjectif, sans interprétation. Ce geste marqua la fin des préparatifs. Il n'y avait plus de place pour des ajustements subtils. Julien fut convoqué à une réunion extraordinaire. Pour la première fois, le mot « réintégration » figurait dans un document officiel, assorti toutefois de nombreuses conditions. Le dénouement était proche car tous les éléments étaient en place. Les intrigues secondaires étaient résolues. Les témoignages étaient recueillis, les documents étaient révélés. Le seul moment restant était celui où le système serait contraint de choisir entre admettre son échec ou renforcer le mécanisme qui avait si longtemps maintenu le silence. Et Claire savait que, quel que soit le résultat, plus rien ne serait jamais invisible. Le dénouement ne s'est pas déroulé dans un tribunal ni devant des caméras. Il a eu lieu dans un espace administratif neutre, conçu précisément pour diluer les responsabilités. Une grande salle, des tables disposées en U, des bouteilles d'eau alignées, aucun symbole politique visible. Là, les décisions ont été prises sans témoins émus. Julien était assis à gauche, accompagné d'un médiateur clinicien et d'un représentant légal de l'unité. De l'autre côté se trouvaient les membres d'une commission extraordinaire, constituée à la hâte, un délégué régional, un conseiller juridique du ministère et un représentant de la préfecture de Saint-Laurent. Claire observait en silence, autorisée uniquement en tant que journaliste accrédité. Pendant les premières minutes, tout s'est déroulé comme prévu. Termes techniques, évaluation des risques, référence au contexte historique. Julien était traité comme un cas administratif, et non comme une personne ayant perdu 16 années de sa vie civile. Puis vint le tournant. Lorsque le conseiller juridique a présenté la justification finale du séjour prolongé de Julien, acceptation tacite du régime de vie assistée, Claire a demandé la parole, non pas pour discuter, mais pour présenter un document récemment reçu. Il s'agissait d'un rapport interne du ministère, rédigé plusieurs semaines auparavant et jamais rendu public. Le texte indiquait que l'absence de contrôle judiciaire périodique rendait la révocation de Julien juridiquement injustifiable. Ce document existait parce qu'une personne au sein du système avait décidé de se protéger. L'atmosphère changea instantanément. Il n'y eut aucune protestation, seulement le silence. Pour la première fois, le système se trouvait confronté à quelque chose qu'il ne pouvait réinterpréter comme de la bienveillance. Julien, qui était resté réservé jusque-là, prit la parole. Non pas avec émotion, mais avec une lucidité implacable. Il a déclaré n'avoir jamais consenti à la prolongation indéfinie de la séparation, qu'il avait accepté de rester car chaque tentative de retour était perçue comme un risque collectif, qu'il avait appris à s'adapter car toute résistance lui paraissait vaine. Ce n'était pas un traitement, a-t-il déclaré. C'était un report constant de la responsabilité. Sa transformation était visible. Il n'y avait plus de colère, seulement de la lucidité. Il ne réclamait ni compensation ni punition.
Il demandait la reconnaissance officielle que son séjour là-bas n'était pas un choix libre. Le point culminant fut atteint lorsque le délégué régional admit dans le procès-verbal que le maintien de la suspension après les premiers mois était dû à des convenances administratives. C'était écrit noir sur blanc, irréversible. La décision finale a été prise sur le champ. Le statut de Julien serait immédiatement réexaminé avec un délai maximal de 30 jours pour sa réintégration complète, sauf en cas d'empêchement judiciaire spécifique, ce que personne n'avait l'intention de demander. Le système s'est effondré non pas pour des raisons morales, mais en raison d'une impossibilité juridique. En quittant la pièce, Julien marqua une pause. Il prit une profonde inspiration. Ce simple geste entraîna une transformation silencieuse. Il ne bougeait plus comme quelqu'un de contraint. Claire en ressentit pleinement l'impact à cet instant. Le point culminant ne résidait pas dans la libération physique, mais dans la rupture officielle du récit qui avait maintenu le silence pendant 16 ans. Quelques heures plus tard, la nouvelle se répandit, non pas comme un scandale explosif, mais comme une prise de conscience troublante. Les gros titres parlaient de défaillance systémique, de suspensions indéfinies et de responsabilité institutionnelle. Marc Delatour a publié un bref communiqué annonçant un congé temporaire. Aucune confession directe, aucune défense passionnée. Le système a encaissé la chute avec la même efficacité qu'il avait entretenu le silence. Julien passa la nuit hors du complexe pour la première fois depuis des années, dans un hôtel modeste. Claire et lui marchèrent tranquillement, sans avoir besoin de beaucoup parler. Le dénouement avait déjà eu lieu. La transformation était complète, car Julien avait cessé d'être un risque gérable et était redevenu un individu. Et le système, pour la première fois, a été contraint d'admettre que cacher quelqu'un pouvait être plus pratique que de lui faire du mal, mais non moins violent. Les effets de cette décision ne se sont pas manifestés de façon aussi explosive que beaucoup l'avaient anticipé. Il n'y a eu ni arrestations immédiates, ni vagues d'excuses publiques. Ce qui a suivi fut plus subtil et, d'une certaine manière, plus profond. Julien entama sa réinsertion sociale avec la même prudence qu'il avait appris à adopter au sein du système. Il fallut refaire des documents, mettre à jour des dossiers, réactiver ses identités administratives. Chaque étape révélait à quel point sa vie avait été comme suspendue dans le temps, préservée juste assez pour ne pas disparaître complètement. Il ne retourna pas immédiatement à Saint-Laurent. La ville représentait un amas de décisions qui nécessitaient encore d'être assimilées. Il préféra rester à Grenoble quelques mois, réapprendre des gestes simples, choisir ses horaires, marcher sans autorisation préalable, décider sans avoir à justifier chaque pas. Claire observait tout sans intervenir. Il avait appris que la surexposition pouvait être aussi violente que le silence. Il publia un dernier article analytique, décrivant les effets des absences administratives prolongées et leurs conséquences humaines. Le nom de Julien n'y figurait qu'une seule fois, comme une référence factuelle, et non comme un symbole. La réaction a suffi à engendrer un changement. Le ministère a annoncé une révision nationale des protocoles de permission de sortie, fixant des durées maximales et rendant obligatoire le contrôle judiciaire. Cette mesure a été présentée comme une mise à jour technique et non comme la correction d'une erreur. Pourtant, elle a profondément modifié le mécanisme qui avait permis la disparition de Julien au sein des institutions. À Saint-Laurent, le festival eut lieu l'année suivante, sans rétrospective commémorative. L'atmosphère y était plus feutrée. Certains commanditaires se retirèrent discrètement, d'autres restèrent, misant sur la mémoire courte du public. Marc Delatour n'est pas retourné à son poste. Il n'y a pas eu de procès public, seulement une rupture administrative de son contrat. Il a disparu des médias avec la même efficacité avec laquelle, des années auparavant, il avait contribué à étouffer un problème plus grave. Les parents de Claire et Julien ont vécu une sorte de deuil inversé. Ils ont dû accepter que leur fils n'avait pas été perdu, mais emporté. Le processus fut long et douloureux, marqué par la culpabilité, la colère et finalement une forme de réconciliation possible, non pas avec le système, mais avec le temps qui ne reviendrait jamais.
Julien n'a jamais demandé de compensation financière. Lors d'une brève conversation avec Claire, il a expliqué que convertir ses années en valeur monétaire reviendrait à accepter la logique qu'il avait maintenue là. Ne mesurer les dommages que lorsqu'ils deviennent gênants. Il a commencé à collaborer avec une association venant en aide aux personnes touchées par des mesures administratives prolongées. Non pas en tant que porte-parole, mais en tant que personne consciente des limites de l'exposition publique. Sa transformation n'avait rien d'héroïque. Elle était fonctionnelle, consciente et délibérée. Claire, quant à elle, ressentit le poids ultime de l'affaire non pas dans la reconnaissance professionnelle, mais dans le silence qui suivit. Plus d'enquêtes urgentes, plus d'appels anonymes, seule la certitude que certaines vérités, une fois révélées, bouleversent les structures, même sans spectacle. Elle visita Saint-Laurent pour la dernière fois cette année-là, un jour ordinaire, hors période de festival. Elle parcourut les mêmes rues où 16 ans auparavant, elle avait attendu un frère qui n'était jamais revenu. La ville lui parut plus petite, moins imposante. Peut-être l'avait-elle toujours été. La conclusion de cette histoire n'était pas triomphante. Elle était cohérente. Julien n'a pas rattrapé les années perdues. Claire n'a pas complètement démantelé le système. Mais quelque chose d'essentiel avait été rétabli. La distinction claire entre soins et commodité, entre protection et effacement. La disparition de Julien n'est plus un mystère non résolu. Elle constitue un précédent troublant. Elle nous rappelle que les institutions ont rarement besoin de violences explicites pour causer des dommages profonds. L'organisation, le silence et le temps suffisent, et parfois, quelqu'un est prêt à perturber le cours naturel des choses. 1 an plus tard, Julien marchait seul le long des rives du Rhône, désormais libéré des contraintes d'horaire et de rapports à remplir. Le monde n'était pas devenu simple, mais simplement possible. Il évitait toujours les foules, pesait toujours soigneusement ses choix, mais chaque décision lui appartenait. Claire observait à distance, respectant l'espace qu'ils avaient tous deux appris à chérir. L'affaire Moreau n'était plus un sujet récurrent, mais elle avait laissé des traces indélébiles sur les règlements et les procédures administratives. Certaines histoires ne se terminent pas par des applaudissements. Elles se terminent par l'ouverture de portes qui n'existaient pas auparavant, et par la conscience troublante que quelqu'un a dû disparaître pour que ces portes puissent s'ouvrir. Des histoires, comme celle de Julien, ne relèvent pas uniquement de la fiction. Elles se cachent dans des décisions tues, des dossiers oubliés et des absences que nous avons appris à accepter. Si ce récit vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager votre avis. Dans quelle mesure les systèmes créés pour protéger peuvent-ils finir par effacer des personnes? Laissez un commentaire. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué et comment vous auriez agi à la place de Claire. Si vous souhaitez suivre des histoires plus réalistes et intenses, basées sur des conflits humains profonds, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Votre participation permet de maintenir la visibilité de ces histoires et d'éviter que d'autres ne tombent dans l'oubli.